Ok. Et donc, alors je ne vous demanderai pas de quoi on a parlé la dernière fois, parce que ça remonte à quelques ères cosmiques par le passé. Et je voulais vous parler ce soir de ce magnifique livre, oh là là, Transformer son esprit, de sa sainteté Dalai Lama. Normalement, il est facile à lire. Il y a juste, en fait, c'est des anciennes traductions. Alors, je sais plus de quand il est, mais c'était à l'époque où le Dharma n'était pas si en vogue que ça. Hein, par exemple, celui-là, c'est une traduction de 2002, et dans certaines pages où sa sainteté parle de bodhicitta, parce qu'on va parler de bodhicitta ce soir, ouais, oh là là, on est content. On va parler de compassion et tout, parce que c'est bien de parler de sagesse, mais ça ne suffit pas. Ouais, il faut aussi l'aspect vaste, l'aspect altruiste, l'aspect des autres pratiques, des autres perfections, etc. C'est très important. Et justement, quand sa sainteté parle de la méthode vaste pour développer bodhicitta, il parle de l'impartialité. Ouais, ça vous parle, l'impartialité, c'est quoi? L'équanimité. Oui, exactement. C'est vrai qu'à la FPMT, on parle d'équanimité, euh, mais on peut parler d'impartialité. Ouais, Mathieu Ricard parle d'impartialité. Ouais. Et dans cette version des enseignements de sa sainteté, c'est encore pire parce que la traductrice parle de sérénité. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. Sur quelques pages, vers le milieu du livre, quand sa sainteté parle des six causes et un effet. Donc, ok, c'est très important de voir que jusqu'à maintenant, on a parlé quoi? On a parlé de la continuité de l'esprit pour évoquer le samsara, vous êtes d'accord? Ensuite, on a parlé de l'ignorance, ouais. Et ensuite, on a parlé de la sagesse. Mais en effet, la sagesse, de la vacuité pour éliminer les afflictions et leurs graines, en effet, c'est très important. Mais à court terme, on a besoin aussi d'outils pour éviter que les afflictions nous fassent du mal aux autres, etc. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, il faut essayer de voir que la genèse, d'une certaine manière, la production des afflictions dans notre esprit, non seulement c'est à cause de l'ignorance fondamentale, on est d'accord, mais aussi l'égocentrisme. Les deux vont main dans la main. Les deux vont main dans la main. Quand on a des afflictions, de la colère, la jalousie, l'orgueil, etc., etc., non seulement il y a l'ignorance, bien sûr, qui tire les ficelles, mais aussi l'égocentrisme. Ouais, ouais, ça vous parle? Ok. Et donc, en effet, pour contrer l'égocentrisme, qu'est-ce qu'on va faire? Pratiquer l'altruisme, ouais. Ouais, c'est l'antidote antinomique, hein, c'est vraiment la dichotomie hein, entre égocentrisme et altruisme. On voit tout de suite qu'il y a une contradiction immédiate. Ouais, vous êtes d'accord? Une contradiction directe. Ouais. Oui, Et donc, forcément, si on veut euh, éliminer l'égocentrisme, il faut d'abord voir à quel point ça nous fait du mal. Non? oui, Ok. Faut voir à quel point on se dit, habituellement, en tant qu'être ordinaire, on se dit, l'égocentrisme, ça nous aide, c'est une force intérieure, et cetera. J'ai du caractère, je dis ce que je pense, mon caractère, ma personnalité est gravée dans le marbre, en lettres d'or, en feuilles d'or, gravées sur le marbre. Et à cause de ça, et ben forcément, ça engendre beaucoup de difficultés, non? Et donc c'est oui. important de voir les méfaits de l'égocentrisme. C'est très, très important. C'est Ouais. l'ignorance aussi, ça. Alors on pourrait dire que en effet, ce qui va accompagner l'égocentrisme grossier, il va y avoir en effet cette ignorance, dans le sens où on est persuadé que l'égocentrisme est sain, utile, constructif. Donc c'est en effet un état d'ignorance qui pense cela, non? Ouais. Oui. Et donc, en effet, il faut essayer d'être réaliste et se dire, c'est quoi la réalité des choses? C'est que nous dépendons des autres, aimer les autres, avoir de la bienveillance, de la compassion, etc. Ça ouvre notre horizon, ça ouvre notre univers et ça relativise énormément notre situation.
Et en général, grâce à ça, regardez toutes ces personnes qui vivent des horreurs, et cetera. Quand ces personnes sont plutôt altruistes et sont, plutôt, tournées vers les autres, on voit qu'elles ont une forme de résilience grâce à ça, non? Mhm. Ouais, quand on parlait justement de ce reportage sur le Tibet et la Chine, qui vient juste d'être fait, hein, c'est il y a pas longtemps, hein, la production, c'est, un film à la patte. Ouais, et donc sur Arte, vous pouvez trouver ça facilement, et donc ça explique très bien justement comment est-ce que les Tibétains arrivent à trouver une forme de résilience, grâce à leur compassion, grâce à cet, outil de la raison, ouais, quand Sainte a décidé de parler plutôt de la voie médiane. Ouais, la voie médiane, c'est, d'essayer d'être réaliste. Ouais, de se dire que on essaye de garder sa liberté, de pratiquer, sa tradition spirituelle, et cetera, tout en, pourquoi pas, faisant partie d'un autre pays. Du moment qu'on a l'opportunité d'avoir une liberté culturelle, une liberté religieuse, et cetera. C'est ça la voie médiane, ouais, prônée par sa sainteté. OK, donc ça veut dire qu'on peut l'appliquer à beaucoup de choses, la voie médiane. Ouais, ça veut dire ni trop, ni trop peu à chaque fois, ouais, c'est très important. Ouais, donc ça veut dire qu'on essaie d'être toujours, d'employer la raison. Ouais, c'est très important. Salut Eustache. Et donc, d'employer la raison pour développer cet altruisme. Ouais, et Sainte en parle beaucoup d'ailleurs, hein, au tout début du livre. Il dit qu'en effet, là, le bouddhisme, c'est la voie de la raison. Ouais, et surtout le bouddhisme indo-tibétain, bien sûr, hein, la noble tradition de Nalanda. Et donc, on essaye d'employer la raison pour développer l'altruisme, pour contrecarrer l'égocentrisme qui va main dans la main avec l'ignorance pour produire tous ces états d'esprit qui nous font du mal à nous et aux autres. Ouais. Donc, il y a plusieurs formes d'altruisme, hein, vous êtes d'accord? Par exemple, si on parle de la bienveillance ou de la compassion, est-ce que c'est de l'altruisme? Oui? Ah oui, Ouais, exactement. Donc, c'est deux formes d'altruisme. On pourrait dire, est-ce que bodhicitta, c'est de l'altruisme? oui. Oui, aussi. Aussi, oui. On peut dire que bodhicitta, c'est même la forme d'altruisme la plus splendide qui puisse exister, ouais. Et donc, Sainte, à un moment donné, il cite l'Abhisamayalamkara, ouais, et il dit que selon l'Abhisamayalamkara, dans le chapitre 1, normalement, c'est la strophe 19, qui dit Sem kiepa ni shendunshir, yanda zobe chanchurde. Ça veut dire que bodhicitta, ouais, la production de bodhicitta ou bodhicitta, c'est le souhait d'obtenir l'éveil pour le bien des êtres, pour le bien des autres. Shendon, Shendonchir, pour le bien des autres. Ouais, pour le bien de tous les êtres. Et donc forcément, comment est-ce qu'on pourrait développer bodhicitta si on n'a pas d'abord essayé de développer l'impartialité? Ouais. Rosie, tu as des problèmes de Wi-Fi peut-être? Oui. Donc, Ah, le micro marche, ça y est. ah, C'est cool. super. OK. Bon, tu me diras plus tard où tu étais. Je suis chez moi, c'est mon nouveau Ah chez bon? moi. OK, c'est cool, c'est magnifique. C'est super. Ouais. Et donc, en effet, d'essayer de voir que si on souhaite développer bodhicitta, parce qu'on se dit c'est la forme d'altruisme la plus belle qui soit, les freins à bodhicitta forcément, bah, c'est l'égocentrisme, c'est la partialité, ouais. Ouais, c'est dire: «OK, je veux bien atteindre l'éveil, OK, pour toi, ça va, toi, tous vous ici, vous, ça va. Vous tous là, bon, ça va. Mais, bon, peut-être pas tout le monde». Donc là, dans ce cas-là, ça peut pas fonctionner. Bodhicitta ne peut pas être généré dans le continuum de cette personne. C'est impossible, ouais. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour développer l'impartialité? Comment est-ce que vous faites, vous? Mais par la compassion, Oui. par des souhaits, des vœux, puis voilà, pour le bien de tous les êtres ou pour l'être qui souffre. C'est me rendre compte à quel point nous dépendons les uns des autres. Et Aussi. donc, on les remercie. Oui. Oui, oui, tout à fait. Donc en effet, ces 2 aspects-là sont très importants, l'aspect compassion et l'aspect, de sagesse, la vue de l'interdépendance, ouais. Ouais, c'est ce que dit même sa sainteté. Elle dit quand on veut résumer le Buddha Dharma dans son ensemble, on pourrait dire qu'il y a la vue de l'interdépendance et la conduite de la non-violence, ouais.
Donc, en effet, il y a ces deux aspects très importants. C'est pourquoi on a toujours mérite et sagesse. Ouais, vérité conventionnelle et vérité ultime, méthode et sagesse, l'aspect vaste et l'aspect profond, le panoramique et le zoom, etc., etc. Ouais, on a toujours ça, là. Ouais, et donc la sagesse, on en a parlé déjà la dernière fois. Et donc là, l'aspect vaste est très important aussi. Ouais, nous sommes des êtres cognitifs et des êtres affectifs aussi. Ouais. Donc c'est très important de nourrir ces deux ailes, ouais, de renforcer ces deux ailes, l'aspect vaste et l'aspect profond. Ouais. L'affect et l'intellect. Ouais, c'est très important. Ok, ouais, c'est super. Mais normalement, c'est inné, ça. Exactement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'altruisme chez l'être humain est inné. Oui, mais on peut voir qu'il y a, comme on l'a dit, il y a plusieurs formes d'altruisme. On peut être altruiste vis-à-vis de ses potes, ouais, les gens qui nous sourient, les gens qui nous octroient des bienfaits, etc. On peut être moins altruiste vis-à-vis de Poutine, Xi Jinping, Kim Jong-un, etc., etc. Donald Trump. Ouais, parce que et qu'est-ce qui empêche justement ça? Qu'est-ce qui empêche cette impartialité? L'ego. Ça fait partie L'ego. des facteurs perturbateurs. Oui, La peur. La Parce peur. qu'on ne se rend pas compte qu'eux-mêmes sont soumis à de très fortes perturbations. Et si on le considère de ce point de vue-là, ça peut aider à être un peu plus compassionnel. oui, exactement. Tout à fait. Donc, ce qui nous en... Oui. Ah, il y a Maria qui nous a rejoint. Tu as réussi à nous rejoindre. Tu nous entends? Oui, Ok, oui, je super. vous entends. C'est un peu difficile. Excellent. Super. Très bien. Dès qu'on parle de bodhicitta, là, tout le monde arrive. Quand on parle de sagesse de la vacuité, il y a 3 personnes. Non, je rigole. Ok. Moi, Bon, moi, ben, j'allais allez, parler maintenant de... que tout le monde est là, on va pouvoir parler de la sagesse de la vacuité. Voilà. C'est ça Très qui bon sujet aussi. c'est ça qui permet d'avoir cette équanimité. Alors oui, qu'est-ce qui permet d'avoir cette équanimité justement ou cette impartialité? La geste de la vacuité. En particulier, c'est vrai. Et aussi la compassion, et aussi la sagesse qui se dit, en effet, toutes ces personnes, si on essaie d'avoir un regard objectif, ouais, ça veut dire que pas seulement comment est-ce que ces gens se comportent vis-à-vis de nous, ou comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis des gens vers lesquels on a une sympathie naturelle, etc. Quand on voit des gens se faire massacrer, forcément, on a une sympathie naturelle, ouais, cet altruisme inné. Ouais. Et donc, comment est-ce qu'on peut dépasser ça, ces clivages qu'on fait? Comment est-ce que ces personnes se comportent vis-à-vis de moi? Ah bah celle-ci m'a donné des bienfaits ou octroie des bienfaits aux personnes vis-à-vis desquelles j'ai de la sympathie. Cette personne me fait du mal à moi ou fait du mal aux personnes vis-à-vis desquelles j'ai de la sympathie, etc. Ou cette personne ne me fait ni chaud ni froid. Ouais, ça veut dire que tout est orienté vers nous. Ouais, comme disait Eustache, ouais, l'ego. Comment est-ce que les gens se comportent vis-à-vis de nous? C'est comme ça qu'on les plaque on les parque dans des cases, ennemis, amis, inconnus. Mais en réalité, si on a un regard objectif, toutes ces personnes souhaitent être heureuses. Toutes ces personnes souhaitent être heureuses. Toutes ces personnes sont persuadées qu'en faisant ce qu'elles font, elles vont trouver le bonheur. C'est par confusion qu'elles agissent comme ça, ouais, en espérant trouver le bonheur. Elles ne font que planter les causes de la souffrance, ouais, sans même le savoir. Sans même le savoir. Et donc justement, si on développe cette compassion-là, cette compassion qui, s'appuie sur cette impartialité, ouais, c'est important d'avoir cette impartialité. C'est ce que dit sa sainteté Dalai Lama, ouais, dans Transformer son esprit. OK. Et donc en effet, les termes initiaux, les termes originaux, c'est upekkha en sanskrit ou tangnyom en tibétain, oui. Et donc, quand on étudie les facteurs mentaux, dans un P-bas, et cetera, on voit que en effet, c'est le même mot qui est décliné selon 3 façons. Ouais, ce même mot en tibétain ou en sanskrit, mais en français, on a la chance d'avoir une richesse un peu plus grande et donc on peut mettre des mots différents.
Ouais, par exemple, il y a un type de upeksha, on pourrait dire, qui est, par exemple, les sensations. On a des sensations agréables, on a des sensations désagréables et on a des sensations neutres. Oui, ni agréables, ni désagréables. Ouais. Par exemple, je ne sais pas, la sensation du tissu sur la peau ou la sensation du coussin sur les pieds, etc. Ouais, ou quand il fait ni trop chaud ni trop froid, que c'est une température, que c'est une atmosphère tempérée. Ouais, on est, on est dans une sensation neutre. Ouais, donc dans ce cas-là, on peut parler de neutralité plutôt que de sensation équanime. Ça fait bizarre de dire une sensation équanime. Et pourtant, dans les facteurs mentaux, c'est mentionné comme ça. Donc nous, on pourrait plutôt dire une sensation neutre. Ouais. Et il y a aussi une forme de upeksha qui est mentionnée quand on essaie de méditer. Ouais, quand on essaie de méditer, vous connaissez parfaitement les, heu, les 5 obstacles et les 8 antidotes. Ça, vous les connaissez parfaitement, par cœur, donc je ne vous ferai pas l'affront de vous demander la liste, puisque vous les connaissez par cœur. Et donc, on a, donc d'abord on a la paresse, ensuite on a l'oubli des instructions et cetera, ensuite on a la torpeur et l'agitation et ensuite on a comment dire? Un excès d'antidotes, ouais. Donc on a, quand on essaie de méditer, que ça se passe plutôt bien, parfois on est là, on se dit: «Ah, faut à tout prix que il faut pas que j'en loupe une miette, sinon je risque de louper ma session de méditation». Ouais et donc on surajoute des antidotes, là où il y a pas besoin de les employer. Ouais et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire pour contrecarrer ça? Rester équanime et donc en effet, dans ce cas-là, on peut parler d'équanimité. Ça veut dire ne pas surajouter des antidotes là où notre méditation se passe bien. Ouais, là, c'est parfaitement le terme, consacré, c'est l'équanimité. On reste équanime, on reste en méditation, il n'y a pas besoin de surajouter des antidotes. Et il y a ce troisième qui est l'impartialité. Ouais, ça veut dire ne pas être obsédé par certains et dans l'aversion par rapport à d'autres. Ouais. C'est-à-dire considérer tous les êtres d'un même regard. Mais il y a un truc important, c'est que les conditions dans la vie, les causes et les circonstances font qu'on côtoie des gens plus souvent que d'autres, non? Moi, je vous vois plus souvent que Poutine. Ouf, ouf, quelle Heureusement. chance! Quelle chance! Parce que je ne suis pas encore un bodhisattva. Un bodhisattva en tirerait grand avantage de le côtoyer. Mais moi, je préfère côtoyer des gens qui sont plutôt cool avec moi. Ouais, et donc, la vie fait que je vous vois plus souvent que d'autres personnes. Ouais et donc c'est ce que dira Mathieu Ricard. Il dira que si, par exemple, vous êtes, la personne qui développe la bienveillance, vous êtes comme un soleil. Ouais, donc vous rayonnez dans toutes les directions, vous rayonnez vers tous les êtres de cette chaleur, de bienveillance et de compassion. Vous êtes d'accord? Mais les causes et les circonstances font que certaines personnes sont plus proches de vous et donc comme certaines planètes sont plus proches du soleil et donc reçoivent plus. Mais c'est pas le soleil qui décide. C'est parce que les causes et les conditions font que ces planètes sont plus proches du Soleil. Ouais? Ça vous parle? Ouais. Moi, ça me parle énormément. Ouais, parce que sinon, on a tendance à se dire, ah bah, il faut être impartial, il faut pas être plus proche de ses parents, de sa famille, de ses amis, etc., que de Poutine. Bah, si les causes et conditions dans la vie font que, oui, vous côtoyez des personnes plus que d'autres. Et donc, pourquoi s'en abstenir? Ouais, c'est juste, les aléas de la vie, de l'existence et donc vous pouvez donner autant d'amour et d'affection et même peut-être même un peu plus à Poutine et à Xi Jinping, mais comme ils sont plus loin de vous forcément, et ben, ils n'ont pas nécessairement l'impression de recevoir de votre chaleur. Ouais, mais pour vous, ça ne change rien, vous donnez la même chose à tout le monde, à peu près. Ouais, c'est de ça qu'il Oui, s'agit quand on parle de l'impartialité, non? Oui, Enfin, personnellement, je trouve très facile de méditer, d'être impartial avec un Poutine, un Biden, un Macron, enfin tout ce que tu veux, qui sont loin de moi, que certains de mes proches. Et, cette image des astres, ça me parle, mais les gens qui sont proches, on est plus potentiellement actifs, donc réactifs aussi. Mmh. Bien J'aurais sûr. tendance à dire qu'on est souvent beaucoup, beaucoup plus sévère avec les gens qui sont très, très proches de nous. Oui.
qu'avec des personnes qu'on connaît moins bien ou des inconnus, quoi. Oui, C'est aussi. étonnamment. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi, et ça peut aussi arriver parce que, comme dit Sainte, quand on essaie de méditer sur bodhicitta, et donc quand on essaie de développer ses premières attitudes, l'impartialité, etc., souvent, le problème, c'est que quand on essaie de méditer sur l'impartialité, sur l'amour bienveillant, la compassion à l'égard de tous les êtres, on a une image très floue de tous les êtres. Et on oublie d'être assez pragmatique et de visualiser des vrais visages, de commencer par nos proches. En visualisant leur visage souriant, plein de félicité, de bonheur, de tout ce bonheur qu'on leur souhaite. Ouais, souvent on est là: «Puissent tous les êtres, puissent tous les êtres, puissent tous les êtres», mais on oublie de méditer avec des personnes concrètes qui existent vraiment dans notre entourage. Et donc dans ce cas-là, oui, on pourrait parfois être plus, sévère avec les proches. Ça pourrait arriver, ouais. Il y a du Et quand Wi-Fi, on dit, qui marche pas ce soir. Oui? mais quand on dit, voilà, pour le bonheur pour tous les êtres, c'est-à-dire que moi, parfois, j'ai du mal à souhaiter autant de bien pour une personne qui agresse par rapport, parce que c'est pas juste vis-à-vis de la victime en fait, parce qu'une personne qui se fait agresser et puis l'agresseur, moi je me sens pas juste à ce niveau-là. Je me dis, je vois pas pourquoi Mmh. que ces personnes-là, je vais lui souhaiter le bonheur alors que voilà. Oui, parce qu'en effet, on se dit que, plus cette personne obtiendra le bonheur qu'elle souhaite, pas le bonheur qu'elle souhaite maintenant, mais le vrai bonheur auquel on aspire tous, plus cette personne sera véritablement heureuse, moins elle aura envie de faire du mal aux autres. Ouais, ça veut dire que, plus quelqu'un obtiendra des états d'esprit extrêmement vastes, disponibles, bienveillants, chaleureux, et cetera, moins cette personne sera un boulet pour les autres. Et Également, au début, ça me gênait terriblement, c'est le karma. Si l'une est victime et l'autre est bourreau, il y a, et, et ce qui est attristant, c'est que le bourreau, à son tour, aura à supporter les conséquences de son karma. hélas, oui. Et quand ce sont des proches où on n'arrive pas à développer de la compassion parce qu'elle nous énerve ou il nous énerve, eh bien, le bouddhisme m'a appris que tout était à l'intérieur de nous. Si cette personne nous énerve et qu'on n'arrive pas à trop l'aimer, Oui, qu'est-ce qu'elle a touché en nous qui fait qu'en réaction, on ne l'aime pas? Et très souvent, c'est l'ego, très souvent, voilà, où ça atteint une blessure ou quelque chose comme ça. Mais là, il faut chercher en soi la cause, pourquoi on n'aime pas cette personne ou telle autre, qu'on n'arrive pas à être dans la distance et l'équanimité. oui, bien sûr. Excuse-moi, mais quand tu dis ça, Jeannette, moi j'ai l'impression qu'on est plus dans la psychanalyse que dans le bouddhisme. Ah non, le bouddhisme nous le dit, qu'il ne faut pas chercher à l'extérieur de soi les causes de notre souffrance. Alors, ce que dira le bouddhisme, c'est qu'il y a des causes extérieures, mais ce ne sont pas les seules, et que les causes les plus importantes se trouvent à l'intérieur, ouais. Et ça ne veut pas dire que rien ne se passe à l'extérieur. Il y a bien des gens qui font du mal, qui tuent, qui volent, et cetera, et cetera. Il y a bien ça existe à l'extérieur, ouais. Et ça ne devrait pas exister, ouais. Ça veut dire qu'on devrait, se prémunir de ça. On devrait, faire en sorte que les générations actuelles soient au maximum humaines. Ouais, nos générations actuelles enseignent les valeurs humaines aux jeunes, ouais, parce que souvent c'est un déficit qu'on a dans l'esprit si on fait du mal aux autres en étant persuadé qu'on trouvera le bonheur, et cetera, ou tout simplement en étant persuadé qu'on va échapper à une souffrance, ouais, parce que quelqu'un qui fait du mal, peut, espérer, être comment dire? Soulagé d'une certaine souffrance ou d'un mal-être et cetera, ouais.
Et donc, c'est forcément pas la bonne méthode, bien sûr. Et donc ça, il faut que les gens apprennent cela. Il faut que les gens apprennent que le bonheur se cultive, que le bonheur ne dépend pas exclusivement de l'extérieur non plus, en effet, mais heu, on ne peut pas, simplement se dire: «OK, je vais régler que les choses à l'intérieur et ne rien faire extérieurement», ouais. Ça, c'est impossible. Il y a toujours un mélange des 2. Il y a toujours un mélange des 2. Ah, Mais oui, 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 bien sûr. oui, Heureusement. oui, tout à fait. Oui, Eustache? Tant de la motivation avec laquelle on exerce une action sur les conditions extérieures. Mmh. On le fait par vengeance ou si on le fait pour établir, par exemple, la justice. Mmh mh. Tout à La fait. Tout à fait. Oui, oui, donc ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui se passent à l'extérieur et qu'on peut, autant que faire se peut, essayer de régler si on peut le faire, ouais. Oui, Eustache? Je pense que de temps en temps, en fait, il faut savoir faire la différence entre confort et bonheur. Et que la vie n'est pas confortable, mais et c'est comme ça. Et puis, il faut apprendre à gérer. Et puis, le bonheur passe par une partie d'inconfort. Parce que pour arriver au bonheur, en fait, on est obligé de passer par des moments inconfortables qui sont temporaires et qu'on ne peut pas faire autrement, hein. C'est comme ça, on est dans le samsara, donc il y aura forcément des périodes d'inconfort. Et que si Mmh. on cherche toujours le confort, eh ben, on sera toujours déçu et Mmh. du coup, on ne sera jamais content. Donc, il y a une phase, en fait, où on est obligé de passer par là. Et le côté, en fait, pourquoi on n'aime pas des personnes, c'est vrai que c'est très intéressant, mais dans le bouddhisme, il y a aussi de la psychologie et de la psychanalyse, de toute façon, parce que pour s'améliorer ou pour trouver le bonheur, on est obligé de faire une sorte d'introspection. Et comme dit le Bouddha, il faut faire l'étude, réflexion, méditation. Donc, on est obligé d'étudier, certes, le dharma, mais en étudiant le dharma, on doit aussi faire une introspection personnelle. Et l'introspection personnelle fait que si on n'apprécie pas une personne, effectivement, on doit se poser la question pourquoi on n'apprécie pas cette personne. Et en fait, quand on n'apprécie pas une personne, ça nous renvoie vers nous-mêmes en disant il y a une partie de nous-mêmes qui est comme ça et qu'on rejette parce qu'on ne l'apprécie pas. Et c'est pour ça qu'on le projette sur une autre personne et qu'on n'apprécie pas cette personne. Et quand on réfléchit bien, souvent les personnes qu'on n'apprécie pas, c'est une qualité qu'on n'aime pas en fait chez cette personne, mais c'est une qualité qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, qu'on essaie de cacher, qu'on ne veut pas voir. Mais du coup, on devrait le remercier parce que finalement, il nous montre quelque chose qui est caché et qu'il essaie de nous faire manifester, donc on devrait le remercier. Bon, ça, c'est la théorie. La pratique n'est peut-être pas aussi simple, mais en tout cas, du coup, voilà, en tout cas, moi, je l'analyse comme ça et je me dis en fait que cette partie, l'ego ou le moi, ou je ne sais pas ce qu'on veut parler, c'est un moi en fait qui est une illusion qui, bah, comme on dit hein, dans le bouddhisme, il n'y a rien d'existence, il n'y a rien qui existe de façon inhérente, autonome, intrinsèque, indépendante. Tout existe en dépendance de causes et de conditions. Et du coup, il y a un autre moi qui dépend, alors un moi, pas un vrai moi, mais c'est un moi qui dépend je sais pas, de nos relations avec les autres. C'est pas, alors je dis moi, mais c'est pas un moi en fait, c'est un autre terme. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire la différence entre les deux, entre quelque chose qui est une illusion, et parce que c'est comme, je sais pas, c'est toi qui disais, je ne sais plus, quand on regarde un paysage, une personne va te dire, oh, c'est magnifique, l'autre va dire, oui, bah, c'est un paysage, quoi. Pourtant, on voit tous les deux la même chose. Qu'est-ce qui fait que l'un va dire, c'est magnifique, il s'extasie devant, et l'autre dit, oui, bah, c'est des montagnes, et puis voilà. Donc, ça veut dire que c'est notre vécu. Donc, du coup, finalement, qui a raison? C'est ni l'un ni l'autre, finalement. Parce que chacun voit à partir de ce qu'il a vécu, mais personne n'a raison, ni l'un ni l'autre, parce que les choses sont comme elles sont. Elles ne dépendent pas normalement de comment nous on les voit. Bon, c'est Et difficile à comprendre. Voilà, je dis ça, Laurence je dis aussi, pas ouais. que moi je le comprends, hein. Je dis simplement que intellectuellement j'arrive à le comprendre. Est-ce que je l'ai intégré? Je ne pense pas. Mais intellectuellement, ça a fait son chemin. Après. Il y avait Enfin, Laurence moi, je parle aussi? d'injustice. Hein. Oui, C'est voilà, oui. c'est Mmh. à ce niveau-là juste, hein, parce que quand on voit des fois c'est trop quoi. Hein, la Mmh. personne qui est agressée, qu'elle a perdu ses enfants ou son mari, et puis que l'autre, il va se ramasser une peine légère ou c'est au niveau, juste à ce niveau-là, parce que le contact avec les autres, moi quand je médite, je ne pense à personne. Je pense juste à respirer, et puis c'est tout.
Et il y avait Laurence aussi qui avait levé la main et après Michel, oui. Par rapport à la compassion, où j'éprouve un frein et je me retranche plutôt dans des émotions neutres pour pas basculer dans des émotions négatives, je le dis franchement, c'est quand je suis face à des gens qui sont vraiment très perturbés mentalement et je ressens beaucoup d'impuissance. Et c'est vrai que j'ai du mal à aller vers la compassion parce que je crois que mon manque de possibilités d'aide, je le conçois bien. Et pour pas basculer dans des émotions négatives, c'est vrai que j'ai tendance plutôt à essayer d'être dans la neutralité, mais j'arrive. Il y a des moments, des stades où je sais que moi je ne peux plus être, je dirais un moment dans la vraie compassion, parce que ça, je suis affolée par des gens qui ont des vrais problèmes psychiatriques, quoi. Et ils sont nombreux. Alors je me dis que s'ils sont nombreux, c'est peut-être que moi j'en ai aussi des problèmes. Parce que bon, on est tous, voilà, on a tous de multiples facettes. Mais c'est vrai que, ouais, la folie me fait peur. La folie parce que on la prend en face et on est désarmé. Et Michel? Oui, je voulais juste dire que mon point de vue était un peu technique, c'est-à-dire que déjà j'essayais de rester sur le sujet de l'équanimité et de la bodhicitta, et pour dire que pour moi la psychanalyse ou la psychologie va chercher les causes, alors que le bouddhisme va plutôt enseigner la sagesse de la vacuité, qui a cet effet immédiat sur toute forme de dualisme. Alors, je pense qu'on peut résumer, enfin, pas résumer, je sais pas, mais d'essayer de mettre tout ça ensemble. C'est que, en effet, quand on regarde, par exemple, Sassante, lui, quand il parle ici de transformer son esprit, donc avec bodhicitta, etc., donc bien sûr que c'est la vision des étapes de la voie vers l'éveil, ouais. Et donc, ça veut dire que quand on regarde un petit peu tout ça, quand on se dit, OK, il faut ces deux aspects, vaste et profond, etc., ça veut dire que on a, à un moment donné ou un autre dans notre vie, à essayer de repousser sa zone de confort. Ouais, c'est-à-dire qu'on doit repousser ses limites progressivement, à son rythme, chacun comme il peut, etc., avec les outils qu'il a, etc. Et dans ce contexte-là, une autre méthode ne va pas fonctionner. Ouais, et non parce que c'est dans un contexte précis. C'est-à-dire que dans un contexte précis où on a en effet une forte inspiration parce qu'on a suivi un cours de Venerable Geshe Damdul sur la vacuité, etc. Et c'est comme un prestidigitateur. Et donc, on est super inspiré, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est la vacuité qui va nous aider. Ouais, mais pas nécessairement l'aspect compassion, etc. Même si les deux vont de pair. Et l'après-midi, il va enseigner sur la compassion, etc. Il va même nous faire pleurer. Et donc, à ce moment-là, ça va être la compassion qui va nous aider. Ouais, et la sagesse de la vacuité paraîtra plus lointaine. Donc, on est tous un petit peu comme ça. Ça veut dire qu'on a des outils. Le Lamrim, c'est comme ça. C'est-à-dire que si on connaît un texte de Lamrim par cœur, on va pas nécessairement insister sur tous les points de la même façon à chaque fois. C'est-à-dire que parfois, on va insister sur l'aspect impartialité. Parfois, on va insister sur l'aspect bienveillance. Parfois, on va insister sur l'aspect renoncement, bodhicitta, sagesse de la vacuité, etc. Donc, on n'est jamais comme un long fleuve tranquille. Ouais, parfois, on a plus besoin de méditer sur la compassion et parfois, on a plus besoin de méditer sur la sagesse de la vacuité. Donc, c'est pourquoi c'est bien d'avoir toutes ces munitions contre les afflictions et d'utiliser toujours celles qui fonctionnent au bon moment. Ouais. Et donc, c'est important, bien sûr, de connaître son esprit et de se connaître soi, d'être honnête avec soi-même et de savoir ce qui fonctionne bien pour soi-même et d'utiliser ce qui fonctionne bien pour soi-même. Ouais. Même si un autre pratiquant va nous parler, je sais pas moi, d'une pratique extrêmement secrète qui n'est transmise que de bouche à oreille, etc. Si ça ne fonctionne pas pour nous, ce n'est pas la meilleure pratique pour nous, tout simplement. Oui, donc il faut que ça fonctionne pour nous. Il faut avoir cette honnêteté-là, se dire quelles sont mes plus grosses casseroles, quelles sont les plus grosses casseroles que je dois laver en premier. Et progressivement essayer de raffiner les choses et
de nettoyer les autres casseroles qui sont plus difficiles à récurer. Mais il faut d'abord commencer par le plus évident, le plus grossier chez nous. Ouais. Donc si on constate qu'on a un manque d'impartialité, je ne suis pas sûr que méditer sur carrément autre chose aidera. Ouais, c'est un petit peu ce que dit Lama Tsongkhapa dans le Lamrim intermédiaire. Il dit que si, quand on étudie et qu'on réfléchit, on analyse certains points spécifiques, et que quand on est sur le point de méditer, on va méditer sur carrément autre chose. Il dit, bah, c'est comme entraîner un cheval de course sur une piste au moment de l'entraînement, et quand c'est au moment de faire la course, eh ben, c'est de le faire courir ailleurs. Ouais, et donc normalement, on est censé méditer, mettre en application, pratiquer ce qu'on a étudié, ce à quoi on a réfléchi, non? Ce qui nous semble cohérent. C'est-à-dire que si par exemple là, vous trouvez cohérent de vous dire, ah oui, l'impartialité, peut-être que c'est nécessaire pour développer bodhicitta, c'est peut-être un pas important à faire d'abord. Et donc si vous vous dites, ah bah tiens, peut-être que je manque d'impartialité, qu'est-ce qu'on doit faire? Simplement prier le Bouddha que l'impartialité vienne dans notre esprit ou s'y mettre. Et comment est-ce qu'on fait? Personnellement, moi, ce qui m'aide, c'est la compréhension, c'est comprendre les autres, non? Quand on comprend qu'un dictateur n'est pas né dictateur, quand on l'imagine dans le berceau avec, avec son hocher et cetera. Est-ce qu'il était déjà dictateur? Peut-être qu'il était déjà, un peu difficile et caractériel à son âge, à l'âge de, quelques mois ou 1 an ou 2, pourquoi pas? Mais ce n'était pas encore un dictateur, ouais. Qu'est-ce qui a fait que cette personne est devenue un dictateur? C'est parce que, d'autres lui ont laissé le pouvoir. Ouais, d'autres se sont laissés berner et cetera et cetera et cetera. Ouais, il y a de très bonnes analyses sur Arte, hein, vous aurez peut-être l'impression que je passe ma vie devant l'écran, mais il y a des très bonnes émissions sur Arte sur comment, tel dictateur est devenu dictateur, comment est-ce qu'il a empoisonné ses ennemis et cetera, et comment est-ce que c'est venu comme ça progressivement, et c'est extrêmement intéressant, ça permet de décrypter. Moi, ce que j'aimais bien faire à l'époque, c'était regarder koh pour voir la psychologie humaine. Mais maintenant, je préfère regarder des émissions d'Arte pour m'aider à comprendre la psychologie humaine. Comment est-ce qu'on devient un obsessionnel du contrôle de tout, de tous, et cetera, et cetera, et cetera. Et comment est-ce qu'on, euh, si vous regardez des dictateurs, ils ont très, très, très rarement le sourire aux lèvres. Comment est-ce qu'on peut dire qu'ils sont heureux? Ah ben ça, on n'a jamais vu une image de Hitler sourire, hein, ça c'est clair. Je suis Oui, en quand train vous de me dire regardez. qu'on est entouré de dictateurs, là, en ce moment. Il y en a un certain nombre, c'est vrai, mais en effet, il y a quand même une majorité d'êtres humains sur cette planète qui se rendent compte que ça ne joue pas, que il y a quelque chose qui cloche, que ça ne devrait pas être comme ça, ouais, donc c'est important de faire confiance aussi à ce sentiment d'indignation, ouais, cette saine indignation de se dire: «Ça ne devrait pas arriver. Comment est-ce qu'une seule personne qui n'est pas non plus extrêmement intelligente et ni extrêmement charismatique peut avoir autant de pouvoir sur d'autres personnes?» Ouais, et qui n'est pas non plus si heureuse que ça à cause de ça. Ouais, c'est ça qui est flagrant. Regardez tous ces obsédés du contrôle et de la maîtrise en Chine, en Russie ou ailleurs. Ils ne sont pas du tout heureux. Ils ne donnent pas du tout l'impression d'être détendus, à l'aise dans leurs chaussettes, et cetera. Et donc, on se dit, ces personnes ne sont pas heureuses malgré tout ce qu'elles sont persuadées de faire, qui, selon eux, va dans le sens de leur bonheur. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et si en plus on a une vision plus vaste des choses, en accord avec la perspective bouddhiste, avec la causalité karmique, c'est encore pire, c'est encore pire. C'est encore pire, ouais. Oui, mais après, il faut que parfois s'observer aussi, observer son esprit, parce que des fois, on peut faire aussi des projections névrotiques. Donc, parce que des fois, on peut trouver quelqu'un qui exagère, qui est mauvaise, et puis après, quand on apprend à la connaître, on se dit, ben voilà, je me suis trompée sur elle, quoi. Oui. Ça peut arriver aussi, hein, mais pour ça, il faut observer son esprit et puis apprendre à connaître les gens, et puis voilà, quoi. Oui, exactement. Exactement, et donc c'est ça, c'est la compréhension, ouais, c'est apprendre à connaître, c'est utiliser
la raison, la cognition valide, le raisonnement pour déterminer, ok, est-ce que est-ce qu'il est vrai que n'importe quel être conscient a ce souhait naturel et légitime d'être heureux ou pas? Ouais, c'est ça qu'il faut essayer de déterminer, ouais. N'importe quel être conscient, depuis un ver de terre jusqu'à un déva, jusqu'à un dieu de la sphère du désir ou de la forme ou du sans forme, tout ce qu'ils vont faire dans la vie, c'est pour être heureux. C'est pour échapper à la souffrance. Mais, comme dit le Bodhisattva Shantideva au début de son poème, par confusion, les êtres se jettent dans les bras de la souffrance et se détournent du bonheur comme s'il était leur pire ennemi. Par confusion, par confusion. Ouais, si on se rend compte de ça, comment ne pas développer la compassion? Ouais, si on se rend compte de ça. Oui, Tout à l'heure, tu disais, un enfant, quand il naît, il n'est pas destiné à être un dictateur. Et ce qu'on a constaté, c'est que c'était au niveau des Khmers rouges, quand on était là-bas, on a compris que les pires des bourreaux étaient les enfants qui gardaient la S-21. Et ça a été les pires bourreaux. Ils avaient 12 ans, 10 ans. mmh. Tout à fait. Et ils faisaient pire que les adultes. Parce qu'ils ont eu une éducation du côté obscur de la force. C'est l'éducation des Sith. Ouais, c'est comment être tourné du côté obscur de la force, comment? Parce que la haine, la xénophobie et cetera, on parlait des afflictions innées et des afflictions acquises la dernière fois. La xénophobie, elle s'apprend, elle s'enseigne. Ouais, c'est une affliction acquise et donc C'est de l'endoctrinement de toute façon. c'est tout à fait ça. C'est C'est tout à fait ça, hein, quand je pas parle des de gamins de 5 ans ou 6 ans avec des kalachnikovs et ils savent pas pourquoi ils tirent, mais bon, on leur a dit en face de toi, c'est les méchants, tu les descends ou ils font ce qu'ils leur disent, enfin, ce qu'on ouais, leur dit de faire. tout à fait, C'est c'est tout. exactement ça. Ils ne connaissent Mais- rien d'autre, en fait. Tout à fait. Mais quand ils sont petits, ils commencent à marcher, ben un enfant ira toujours vers la personne qui sourit. Mmh, mmh, mmh. Il ne va pas vers la personne qui ne sourit pas ou qui rouspète. Oui, oui. Ça, on peut constater aussi. Mais c'est vrai qu'après un certain âge, vers 6-7 ans, ouais, ils sont manipulables, hein, de toute façon, c'est sûr. Hein. Le Exactement. cerveau, il n'est pas encore formé, il n'est pas encore, il n'est pas à l'âge d'adulte, hein, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est important de voir justement qu'est-ce qui crée ce déficit de compassion, qu'est-ce qui crée ce déficit d'altruisme, ce déficit d'être tout simplement une personne cool, humaine, qui est facile à vivre, etc. Qu'est-ce qui crée tous ces déficits-là? Des causes et des conditions. Mm. Des causes et des conditions. Ces causes et ces conditions n'appartiennent pas à la véritable nature de cette personne. La véritable nature de cette personne, c'est un Bouddha en devenir. Et c'est quelqu'un qui, on dit même dans les textes, si ce n'est pas un Bouddha en devenir, ce n'est pas un être conscient. C'est-à-dire qu'un être conscient, par définition, c'est un Bouddha en devenir, ouais. Il possède la cause substantielle de l'éveil, ouais, dans le Darpotargen, ouais, dans le précieux ornement de la libération de Darpolaje, Lama Gampopa. Il construit son lamrim comme ça, en parlant d'abord de la cause substantielle de l'éveil, comme la cause substantielle d'un pied de tomate, c'est quoi? Le pépin de tomate, ouais. C'est la graine. Mais la graine toute seule, elle peut rien faire. Elle peut rien faire. Donc elle a besoin d'un support approprié, ouais, un terreau fertile. Ouais. Donc notre nature de Bouddha, elle a besoin d'un terreau fertile, une précieuse extension humaine, ouais. Et ensuite des conditions merveilleuses, le soleil qui rayonne, sa chaleur, etc. La rencontre avec un maître approprié, avec un vrai maître, un vrai gourou. Ouais. Et ensuite la pluie qui tombe, le nectar de pluie qui tombe, etc. Ce sont les instructions données par le maître. Et la graine peut germer. Mais s'il n'y a pas toutes ces conditions appropriées, le pire des dictateurs garde sa nature de Bouddha, est toujours un Bouddha en potentiel, mais elle est extrêmement bien recouverte. Elle est bien cachée et elle nous fait oublier que ce Bouddha endormi, ce Bouddha assoupi, pourrait se réveiller
dans les temps futurs, on ne sait pas quand. Mm. Ils pourraient aimer infiniment tous les êtres, les mêmes êtres à qui ils ont fait du mal pendant très très longtemps. Incroyable, incroyable. Non? Hmm. Oh, Je peux raconter une petite histoire rapidement. Mon maître à Sonada avait un de ses moines qui se faisait cambrioler régulièrement. Et le moine ne savait pas quoi faire parce qu'il n'osait pas toucher le voleur. Et Rinpoche lui dit ah ben, c'est pas difficile, tu l'attrapes, et quand tu l'attrapes, tu lui fais Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. C'était. Oui, il y a des récits comme ça. Il y a des récits comme ça. Ça veut dire qu'en effet, on ne doit pas avoir de compassion mal placée. La compassion mal placée, elle est encore pire, ouais. C'est-à-dire que si on se dit, ah bah, allez-y, cambriolez-moi, allez-y, volez mon hôtel, etc., volez mes statues, etc., cette personne accumule un acte très noir de voler les 3 joyaux, etc. Ouais, donc si on la laisse faire, c'est encore pire. Ouais, c'est une non-assistance à personne en danger. Et donc, parfois, certaines méthodes courroucées peuvent être plus utiles sur le long terme. Ouais. Mais après, il faut vraiment évaluer la situation, c'est très important parce que, on peut justifier, de la colère en se disant: «Ah oui, non, mais j'ai juste un comportement courroucé, je pratique ma Mahakala et cetera, je montre les crocs et cetera», et en fait, on se laisse juste bouffer par la colère et on justifie ça avec une pratique tantrique. Donc, il faut vraiment faire attention à dans quel état est notre esprit. Oui, il faut vraiment être attentif à la façon dont notre esprit est tourné. Très important. Ouais. Et donc, oui, et comprendre l'autre, ça ne veut pas dire excuser tout, hein, et tout et n'importe quoi. Ça veut dire comprendre qu'est-ce qui a fait que cette personne est devenue un dictateur? Qu'est-ce qui a fait cela? Ouais, et donc si on a compris cela, on va éviter à tout prix que les prochaines générations puissent aller dans ce sens-là, non? À moins que tout le monde adore les dictateurs et que c'est comme ça que ça doit fonctionner, et cetera, parce que la comme dit, Anakin Skywalker quand il est, sur le point de devenir, Dark Vador, quand il dit qu'il vaut mieux un empire avec un seul maître et cetera, si, la République ne fonctionne pas. Et en fait, non, il faut voir que, ça ne fonctionne pas la dictature, ouais, ça ne rend pas les gens heureux. On a des on a des tout un tas de récits par le passé qui ont montré que ça ne fonctionnait pas. Et donc si on voit que ça crée plus de souffrance qu'autre chose, qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient un dictateur? C'est là où il faut déterminer les causes et se débarrasser de ces causes-là. Si quelqu'un a un déficit de compassion, un déficit d'empathie, et cetera, il faut combler ce déficit par un surplus de compassion, un surplus d'empathie, non? Et donc c'est remplacer une éducation du côté obscur. Je suis vraiment sur Star Wars ce soir. Vache. C'est remplacer un endoctrinement, comme dit Rachel, par une éducation éclairée. Ouais, Mais c'est beau justement, ça. Oui. une éducation éclairée, si tu veux, en fait, au niveau réflexion, en fait, quand on lit le Dharma ou quand on lit tous les écrits, enfin, en tout cas, je pense que si on lit quelque chose et on peut comprendre, mais ça ne suffit pas en fait de lire quelque chose et de dire voilà, il faut l'appliquer, si en fait on ne comprend pas le fonctionnement. Et dire quelque chose, lire quelque chose continuellement en disant voilà, il faut pratiquer ceci, ceci, cela, mais c'est très bien, sauf qu'en fait, ça suffit pas parce qu'il faut aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire pour intégrer quelque chose intérieurement, si on le répète 10 000 fois, ça ne changera rien en fait. Si ton cerveau ne comprend pas pourquoi tu le fais, tu peux le réciter 10 000 fois, tu peux faire 100 000 prosternations. Si en fait tu ne comprends pas ce que tu fais, mais le comprendre, c'est pas juste lire la phrase et dire oui, je comprends, il faut faire ça. En fait, il faut l'intégrer pour le comprendre en fait. Donc on est obligé de passer par une introspection et une analyse de soi-même parce que on ne peut pas comprendre une autre personne si on ne se comprend pas soi-même. Un arbre, en fait, ne peut pas pousser si ses racines ne sont pas bonnes. Donc, on est obligé de passer d'une certaine façon par nous-mêmes
pour pouvoir s'ouvrir aux autres. Ça ne peut pas fonctionner juste en lisant des livres et des textes. En tout cas, moi, je ne vois pas comment c'est possible. On y est obligé de passer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est des êtres pensants, parce qu'on est là, justement, parce qu'on n'est pas des perroquets où on apprend quelque chose par cœur et on doit juste le répéter. Un perroquet, c'est le faire. Nous, en fait, on a justement cette capacité, cette conscience, cet esprit qui fait qu'on peut analyser et aller au-delà pour comprendre et pour avoir de l'altruisme, de la compassion. Il faut comprendre comment l'être humain fonctionne. Et d'ailleurs, le Bouddha, il l'a très bien compris parce que pour nous enseigner tout ça, il a passé énormément de temps à comprendre comment on fonctionne. Moi, quand je lis en fait des livres de psychanalyse et je vois ce qui est dit dans les derniers, je suis époustouflé parce que quand je vois ce qui est écrit, c'est exactement ce que le Bouddha a dit en fait. Exactement. Et des fois, je suis complètement surpris et j'ai envie de leur dire, mais lisez les textes du Bouddha parce qu'en fait, il a tout compris. C'est vrai, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand on analyse l'esprit et comment il fonctionne. Il avait tout compris. On n'a pas besoin d'attendre. C'est vrai, c'est impressionnant, hein. Franchement, des fois, moi, je suis effaré que, en fait, ça ne soit pas. Franchement, c'est exceptionnel, quoi. Mais Il on faut est se obligé de servir passer de nos par qualités personne. humaines. Oui, et il y a Jeannette aussi qui a levé la main, pardon. Oui, je suis à 100% d'accord avec ce que je viens d'entendre. J'ajouterai par expérience juste une petite touche, une petite note, à savoir la confiance. Quand on a fait tout ce processus dont on parle, mais que quand même la colère, le ressentiment envers quelqu'un est là, eh bien, en restant la transformation de l'esprit par la Macadam Langri Zampa Dorje, tu vois, je le récite. Eh bien, cet acte de confiance, à force, il ne parle que de bienveillance et gna 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 gna, ce que je disais au début, gna 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 gna, à force, je t'assure, fais l'expérience, ça marche un petit peu. C'est tout ce que je veux dire, cette confiance. Je suis à 1000 pour 1000 d'accord avec tout ce que tu viens de dire, qui est une nécessité évidente, hein, évidente. Mais j'ajoute cette confiance aussi en se disant je vais être aidée. Et il y avait Laurence aussi et Maria, je crois aussi, non? Non, ok. Oui, juste un petit complément. C'était Gina, là. voilà, c'était Gina, oui, pardon. Juste un petit Oui. complément. Oui, moi, pardon. Oui. Pardon, Gina. Bon, ben vas-y, Gina. Non, mais bon, je ne vais pas être longue. Non, mais je disais qu'il faut parfois utiliser ces qualités humaines, comment je suis, comment je vais réagir, parce qu'il y a des fois, on est impulsif, on réagit subitement comme ça, mais après, en réfléchissant, et puis en plus, c'est pour son bien-être aussi, parce que tout le temps à juger, à dire des choses négatives, c'est vrai que c'est pas tellement. Voilà, ça ne sert à rien de toute façon. Mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont très difficiles, comme je le disais tout à l'heure. Mais bon, sur le coup, mais après, bon, je me dis, de toute façon, je pourrai jamais rien faire. Et puis, mais c'est malheureux de voir ça. Mais voilà, quoi, c'est tout. Je vais m'arrêter là. Non, je trouve qu'on est le colibri. Enfin, je veux dire, même si on ne fait pas à notre échelle, on va faire ce qu'on va faire, mais on est un peu aussi chacun un colibri. Non, ce que je voulais dire, c'est que toute cette réflexion, cette analyse, moi j'ai l'impression que si on ne prend pas un temps aussi pour la ressentir à travers la moindre cellule de notre corps, comme la compassion, l'équanimité, si ça reste purement intellectuel, ça ne marchera jamais. Exactement. Et à propos de ça, justement, comment est-ce qu'on peut intégrer les choses? Et c'est vrai qu'il faut aussi, bien sûr, apprendre à se connaître soi-même et pour comprendre les autres. Mais je dirais que c'est comme la théorie des vases communicants. On peut comprendre les autres et ça peut nous amener à se comprendre soi-même. Par exemple, j'ai vu il n'y a pas longtemps un nouveau Dupontel. C'est Second Tour. Il est en VOD en ce moment, je vous le conseille, parce que ce réalisateur, cet acteur, c'est un génie de l'intelligence émotionnelle.
Et il arrive parfois avec un simple silence, à vous faire comprendre tellement de choses sur l'humanité en général, sur vous-même et sur les autres. Et en comprenant ce qui se passe chez l'autre, on arrive à mieux se comprendre aussi. Donc je pense que c'est un petit peu comme les vases communicants. Plus on se comprend, plus on comprend les autres. C'est un cercle vertueux. Plus on comprend les autres, plus on se comprend soi-même. Et ce type de film, ce type d'auteurs qui sont vraiment humain avec enfin, voilà, je pourrais pas m'arrêter de louer cet acteur et ce réalisateur parce qu'il est profondément humain et ça fait beaucoup de bien de voir ces films parce que ça explique beaucoup de choses. Comment est-ce une personne se sent en décalage par rapport à une autre et on le prend pour un débile alors qu'en fait c'est le plus intelligent en fait. C'est ce que dit il y a dans le dialogue, Dupontel fait dire aux acteurs, il dit mon frère, il n'y connaît rien, mais il sait tout. Et pour moi, ça explique énormément de choses. Et donc, c'est vraiment de la finesse par rapport à l'émotionnel, à l'intellect et tout ça. Enfin, bravo, c'est vraiment bravo. Et ça peut nous aider, justement, même si c'est une fiction, ça raconte des choses vraies. C'est ça qui est intéressant. Je commence à parler comme du Dupontel. Ouais. Ok, mais en tout cas, c'est plus on se comprend, plus on comprend l'autre, plus on comprend l'autre, plus on se comprend. J'ai l'impression que c'est vraiment comme ça, c'est un cercle vertueux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on va le mettre en pratique cette semaine. Oui. Et c'est vraiment très utile. Donc, c'est justement de prendre des exemples concrets comme ça, de se dire, parce que sinon, ça nous semble tellement éloigné. Oui, bodhicitta, les bodhisattvas, etc. Ça semble être des personnes tellement euh, lumineuse et tellement au-delà de tout ça. Mais en fait, il faut essayer de prendre des exemples concrets. Comment est-ce qu'on peut se laisser inspirer par cette nature de Bouddha qui rayonne au cœur de chacun et parfois qui est simplement beaucoup plus voilée, tout simplement. Mais qui ne demande que ça, qui ne demande qu'à rayonner et qui ne demande qu'à s'exprimer par des sourires, une attention aux autres, etc., une détente intérieure, etc., etc. Et donc, plus on comprend ça, j'imagine, plus on développe la compassion. Et j'espère que la prochaine fois, si on continue le soir, le dimanche soir, je ne suis pas sûr parce que les gens sont parfois un peu fatigués en fin de journée, etc. Donc, je ne sais pas s'il faut continuer comme ça ou si on trouvera une autre méthode. Mais de pouvoir insister sur cet aspect de compassion et les différents niveaux de compassion et de pouvoir comparer tout ça pour essayer de les pratiquer en méditation. Voilà, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. C'est passé très vite. Et pour une fois, vous avez un peu plus parlé. C'est bien. Super. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir. Merci, Et on se merci tout le retrouve monde. Merci, au la revoir. prochaine fois. À Merci bientôt. beaucoup. À la fois prochaine. Bye À bye. bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao les Et amis. merci. Au revoir. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. Ouais.